Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Le référendum pour l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne passe de justesse en faveur de l'Europe. Si certains n'y voient qu'un scrutin serré, il pourrait s'agir en réalité de la concrétisation d'une tendance de fond. L'Union européenne n'est plus l'Eldorado, l'objectif ultime pour les pays de notre continent et même au-delà. Pour décrypter cette tendance avec nous ce matin, Jérôme Bénard. Bonjour. Bonjour. Alors Jérôme Bénard, je rappelle, mais nos auditeurs vous connaissent, que vous êtes journaliste à Omerta Média et donc collaborateur parlementaire. Est-ce qu'on pourrait commencer justement par parler de ce scrutin moldave, donc un scrutin bien particulier puisqu'il s'annonçait plutôt réticent donc à l'entrée dans l'Union européenne. Ce sont les votes de la diaspora moldave qui ont finalement fait basculer le résultat et c'est déjà un sujet en soi, mais à cela, il faut en plus ajouter que la diaspora moldave en Russie, a priori, n'aurait pas eu son mot à dire. Est-ce que vous pourriez nous aider à interpréter ce temps fort de la politique moldave ? Oui, alors, la Moldavie, c'est un pays de moins de 3 millions d'habitants, dont à peu près 25% ou 30% des nationaux habitent en dehors, au moins. C'est un pays qui est en fait une erreur de l'histoire, puisque la Moldavie, son territoire actuel, la République de Moldavie, puisqu'il y a une Moldavie intérieure en Roumanie, là on est sur la Moldavie extérieure, en fait sont des territoires que l'Union soviétique a confisqués à la Roumanie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Moldavie, effectivement, est traversée d'états d'esprit contradictoires, mais on aurait tort de l'analyser bêtement en disant que la moitié sont pour l'entrée dans l'Union européenne et l'autre moitié pour le maintien de liens notamment avec la Russie, puisqu'une partie du territoire de la République de Moldavie est une république sécessionniste connue au moins de nom, qui s'appelle la Transnistrie, et où stationnent des troupes russes. Le problème, je pense qu'il est autre, c'est-à-dire que la Moldavie aurait dû voir depuis 30 ans, depuis la fin de l'Union soviétique, depuis son indépendance en 91, son sort tranché en revenant au sein de la Roumanie. Je veux dire, je suis pas un inconditionnel du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais il y a un moment où le minimum de cohérence serait de permettre aux nations d'exister. Je crois qu'il y a dans la survie de la Moldavie comme pays indépendant, à la fois probablement, effectivement, un intérêt des Russes à ce que cette république continue à exister, mais il y a aussi un intérêt des Américains et des Occidentaux à fractionner les territoires de l'Est. On le voit dans le cas de la Serbie, puisque la question serbe n'est toujours pas réglée, ni au Kosovo, ni au Monténégro, ni en Bosnie. Donc, le principal problème de la Moldavie, c'est celui-là. Ensuite, la Roumanie a fourni, avec des conditions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais des dizaines de milliers de passeports aux Moldaves. Et je me demande aussi si dans le vote à 50-50, et donc dans la moitié des Moldaves qui ne veulent pas rejoindre l'Union européenne, s'il n'y a pas aussi l'intérêt tout simplement d'être dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne, ça fait des normes, ça fait des contrôles. Donc, comme ils ont à la fois, pour beaucoup d'entre eux, un passeport de l'Union européenne, tout en n'étant pas dans l'Union, ça a aussi forcément orienté le vote. Oui. Donc il faut surtout sortir de fausses idées que tout serait simple et qu'il y aurait des ingérences russes et une aspiration de ce peuple à rentrer dans l'Union européenne. Je crois que la véritable idée, ce serait qu'ils rejoignent tout simplement la Roumanie, mais bizarrement, on ne fait pas référendum sur le sujet. Oui. Quand vous parlez de ces normes, de tous ces contrôles qui pourraient dissuader justement les Moldaves, est-ce qu'il n'y a pas aussi une fracture au niveau de la vision de la façon dont doit s'organiser la politique, la société en général ? On a tendance
vu d'ici, en tout cas, à imaginer les pays de l'Est justement beaucoup plus ancrés dans leurs traditions. Voilà, il y a un point de vue qui est quand même plus conservateur généralement. Et on le voit, certains pays, certains hommes politiques étrangers pointent du doigt justement toutes les dérives woke, toute la crise immigratoire en Europe pour dissuader les citoyens de leur pays de rejoindre du coup notre union. Oui, c'est d'autant plus vrai sur la Géorgie qui a voté hier aux législatives. Je ne sais pas si les résultats définitifs sont tombés, mais je pense que le cas de la Géorgie est peut-être plus parlant là-dessus. Mais effectivement, pourquoi est-ce que l'Union européenne fait autant rêver qu'avant? Surtout, voilà, un pays comme la Moldavie, mais la Géorgie c'est la même chose, sont des pays très ruraux. Il n'y a pas forcément une tradition urbaine très développée. Oui, probablement aussi que ça joue que le système de valeurs de l'Union européenne, le système juridique de la CJCE, tout cela ne fait pas rêver au-delà des petits cercles du pouvoir européen. Là où l'Union européenne a été très maligne, c'est que pour tous ces pays de l'Est, elle a formé, elle a conditionné une classe politique, alors pour ceux qui y sont déjà rentrés, qui sont effectivement totalement adhérents à ce système de valeurs sur lequel on est en droit de s'interroger. Ça c'est sûr. Mais l'Union européenne a su faire, elle a su créer des classes politiques. Alors, effectivement, pour des pays comme la Serbie ou pour des pays comme la Moldavie, pour des pays comme la Géorgie, le désir d'Europe n'est pas si fort que cela. Et la question n'est pas réglée. Bon, aujourd'hui, les pays entrants qui étaient prévus pour entrer, c'est tout ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, hein, de l'Albanie, justement le Kosovo, Monténégro, Bosnie, Serbie, Macédoine du Nord. Mais il y a une ambiguïté. Il y a à la fois un discours des dirigeants serbes qui est de dire qu'ils sont plutôt favorables à l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, et en même temps, ils savent bien que leur propre population n'est pas forcément si demandeuse que ça d'Europe, si ce n'est peut-être sur le niveau de vie, puisque effectivement l'entrée dans l'Union européenne conditionnerait une augmentation des salaires minimaux. Mais aujourd'hui, il y a une émigration naturelle de ces pays déjà vers l'Union européenne. Vous allez prendre une bière à Vienne au Prater, je veux dire, l'équivalent de notre Champ de Mars. Tous les brasseries sont tenues par des Serbes. On sait que beaucoup de Moldaves travaillent dans la région parisienne sur les chantiers et sont très utiles parce que les salaires sont effectivement, avec le système détaché et puis avec les multiples fraudes, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre à bon marché. Donc il y a une ambiguïté générale sur l'entrée de ces pays. Je crois qu'il faudrait surtout ne pas généraliser et qui, voilà, rien n'est réglé. De toute façon, économiquement, ces pays ne sont pas prêts d'entrer, je le crois. Sur l'Ukraine, tout le monde est très gêné aussi parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. C'est clairement ce qu'expriment les différents syndicats agricoles français. Donc, on se gargarise de mots pour des réalités qui sont en fait ingérables. Ouais. Quand vous dites que justement cette augmentation du niveau de vie à travers du coup la revue des salaires minimaux dans ces pays, ça peut être quelque chose d'attirant, ça va l'être de moins en moins. Aujourd'hui, il y a aussi énormément de pays européens qui font face à des crises énormes. Je ne vais pas reparler du déficit de la dette en France, mais c'est des choses qui vont finir par inquiéter quand même nos voisins, vous ne pensez pas ? Je crois que pour ces pays, il y a aussi un vrai problème qui est celui de la démographie. C'est-à-dire que entre le fait d'avoir des centaines de milliers de nationaux de ces pays qui sont partis vers les pays de l'Union européenne, ça fait quand même un gros choc.
Et de la même façon, ce sont des pays qui n'ont pas on va dire un taux de naissance et un taux d'accroissement naturel beaucoup plus élevé que le nôtre. Aujourd'hui, des pays comme la Roumanie ou la Slovaquie qui sont dans l'Union européenne sont obligés de faire appel à une main-d'œuvre immigrée, notamment asiatique, parce qu'ils n'ont plus d'assez d'ouvriers pour fournir leurs propres usines. Ouais. Voilà, donc ces pays sont bien des pays occidentaux dans le sens où ils ont le même problème démographique que nous avons. Quand on parle justement de des avantages à rejoindre l'Union européenne, fut un temps, il y avait aussi cette garantie de pouvoir peser sur la scène internationale. On rejoignait une union puissante. Est-ce que c'est pas de moins en moins le cas, Jérôme Bénard? On a de plus en plus de mal justement à se distinguer des prises de position des États-Unis. On voit que souvent on suit leur sillage. Enfin, on est dans leur sillage. Aujourd'hui, on est en plein sommet des BRICS justement. Est-ce qu'on voit pas l'émergence d'un nouveau bloc contre lequel on ne va pas pouvoir justement assurer cette puissance géopolitique? Les BRICS, c'est plus les États-Unis qui sont gênés que l'Union européenne à la base, parce que donc les BRICS procèdent de ce qu'on appelle la dédollarisation et de la remise en cause de la toute-puissance américaine. Là, nous, on a très mal géré aussi les BRICS, c'est que je pense que ça ne rentrait pas dans le cadre de vision de nos dirigeants. Emmanuel Macron a du mal à comprendre la réalité du Brésil ou la réalité de l'Indonésie. Alors que ce sont aujourd'hui des puissances émergentes, des puissances d'avenir et des puissances déjà très fortes. Donc là, je crois qu'on a effectivement on a déjà un train de retard, puisque c'est là où est en train de se faire le monde de demain. Et au-delà même de l'opposition États-Unis-Chine, au-delà même des préventions occidentales sur la Russie, le Sud global, qui comprend aussi un certain nombre de pays au nord de l'hémisphère nord, est aujourd'hui effectivement quelque chose qui est d'un dynamisme tel que on serait même si on se penchait réellement sur notre avenir économique, on aurait de quoi être très 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 inquiet. Vous pensez que l'Union européenne va devoir choisir un camp clairement, justement, entre ces BRICS et les États-Unis? Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a déjà choisi son camp, qui est celui des États-Unis. Ça peut changer? Ça peut changer. Ça peut changer. Je veux dire, on peut trouver intéressant le positionnement d'un Viktor Orban. On peut trouver intéressant la politique de droite de Giorgia Meloni. Mais l'Italie ne fait plus d'enfants, la Hongrie a du mal à en faire et est une puissance de moins de 10 millions d'habitants. On est déjà totalement largué, désolé du terme, par rapport aux BRICS. Donc la question de l'Union européenne, elle gère à court terme un vieillissement peut-être pas inéluctable, mais en tout cas une sortie du cadre traditionnel de la vision occidentale. Voilà. Les États-Unis sont peut-être un peu moins gênés que nous parce qu'ils ont, il reste une puissance militaire et une puissance mondiale. Mais la vraie question est quand même, c'est comment adapter nos vieux pays fatigués à un monde jeune qui est en train de se lever un peu partout en dehors de nous et avec nos propres dirigeants qui sont incapables d'anticiper ces mutations mondiales très profondes. Encore une fois, c'est intéressant parce que justement, on nous a souvent vendu les valeurs conservatrices, la tradition comme étant quelque chose, un réel frein dans le développement. Aujourd'hui, on voit que c'est des pays qui ont ce véritable ancrage traditionnel qui parviennent à émerger. Est-ce que l'Union européenne n'est pas en train de comprendre cela, de revoir un petit peu son champ de valeurs? Ces derniers temps, on parle beaucoup justement d'un sursaut concernant la question migratoire. Est-ce que l'Europe ne serait pas en train de se retourner et d'analyser le problème? L'Europe, les dirigeants européens s'adaptent finalement aux aspirations des peuples européens, qui, notamment sur la question de l'immigration, et de freiner la chose. Après, de là à dire que l'Union européenne est aujourd'hui capable de tenir une ligne indépendante, on le voit très bien sur l'affaire de l'Ukraine. Elle n'est pas capable de
aujourd'hui de penser en dehors du schéma américain. Le schéma américain qui sera peut-être en partie bouleversé d'ailleurs d'ici quelques jours. Mais nous avons renoncé à notre indépendance. Voilà, on ne peut pas être un moteur dans la recomposition du monde alors que nous n'avons pas d'autonomie stratégique. Oui. La France est peut-être le pays qui, le plus longtemps, a tenté d'avoir une autonomie stratégique, mais en tout cas, nous y avons nous-mêmes renoncé en retournant dans le commandement intégré de l'OTAN. Voilà, il nous reste quoi ? Il nous reste la bombe, l'autonomie sur la bombe, que nous sommes les seuls en Europe à avoir, parce que les Anglais sont entièrement dépendants des États-Unis sur le sujet. Mais ça engloutit quand même une bonne part de nos budgets militaires. Et voilà, et ça ne suffit pas à nous rendre autonomes, puisque l'OTAN nous dicte quand même ses choix stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour retrouver cette autonomie ? Est-ce que vous pensez que quitter l'OTAN serait une mesure profitable pour l'Union européenne ? Est-ce qu'on n'a pas aussi beaucoup de plumes à y perdre ? On n'aurait pas de temps, je pense, de plumes à y perdre. La question est de savoir si les pays européens sont capables d'avoir une volonté d'autonomie. Voilà. Alors, un pays comme la Hongrie, là, les discours de Viktor Orban sont très clairs. Ouais. Mais regardez l'Italie, qui a beau avoir un gouvernement qui peut paraître sympathique au premier abord, c'est pratiquement le pays le plus aligné sur l'atlantisme. Donc, un gouvernement conservateur ne veut pas dire une ligne forcément d'autonomie stratégique. Et la question est plus aujourd'hui, est-ce que nos dirigeants sont capables de comprendre la mutation du monde ? Est-ce que nos dirigeants sont capables de comprendre le Brésil ou l'Indonésie ? Ouais. Voilà. Je crois que malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais. Retrouver aussi une certaine autonomie économique, est-ce que ce ne serait pas une solution, Jérôme Bénard, et notamment donc, en se rapprochant de tous ces pays qui font le choix de développer cette indépendance, donc on parle des BRICS, et qui justement cultivent cette autonomie vis-à-vis des États-Unis. De plus en plus, ils sont réellement en train de mettre un système financier qui leur permettrait même de détourner toutes ces sanctions que les Américains tentent de leur imposer. Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de stratégie industrielle en France. Qu'est-ce que c'était que l'aménagement du territoire ? C'est pas seulement de faire des lignes de TGV. Ouais. C'est d'arriver à produire ce que les Allemands ont sauvé, c'est-à-dire d'avoir un système productif sur l'ensemble du territoire. Si les gens continuent à venir et à s'entasser en région parisienne, c'est parce qu'il n'y a pas de travail dans nos départements. Puisque nous avons abandonné, nous sommes devenus une économie de services et nous étions encore, mais on voit que les chiffres sont catastrophiques, une nation productrice en termes agricoles. Mais on est au point de rupture sur la question agricole, d'où la colère du monde paysan. Il ne fait pas toujours les bons choix, d'ailleurs, tactiques ou stratégiques en termes de votes syndicaux, mais on sent quand même qu'on est au bout du rouleau une des dernières choses qui nous assurait pendant longtemps notre balance commerciale, qui était la production agricole. Aujourd'hui, quand notre industrie agroalimentaire passe de la 2e à la 6e place, comme on l'a appris cette semaine au plan mondial, on voit bien qu'on est en train de décrocher. Or, aucune nation ne peut durer longtemps si elle n'a pas un minimum de production. Des États qui deviennent juste des lieux de service, où la seule production, c'est du service, c'est-à-dire demain, pour nous, le tourisme et les maisons de retraite. Je ne vois pas comment on pourrait redevenir un moteur de l'économie mondiale si on ne se pose pas la question de la production industrielle. Ouais.
Quand on regarde l'Union européenne, finalement, l'Union est assez fracturée quand même. Il y a certains pays qui se démarquent. Je pense notamment, par exemple, à la Hongrie avec Viktor Orban, qui lui semble beaucoup moins fermé justement sur la question de l'Est. On l'a vu aller rendre visite à Poutine, à Moscou. Il est allé également en Chine. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit groupe de pays justement qui s'opposent d'ailleurs à toutes ces tendances idéologiques, que ce soit sur le plan économique, social, etc. Est-ce que vous pensez que ce petit groupe de pays pourrait prendre en puissance et justement inverser le mouvement dans lequel se trouve l'Union européenne aujourd'hui ? En tout cas, c'est souhaitable. Ensuite, qu'est-ce que pèse réellement la Hongrie ou la Slovaquie à l'échelle mondiale ? Il y a l'AfD aussi qui commence à émerger. Oui, c'est un parti politique. Mais oui, il y a une autre conscience en Europe centrale qui est très intéressante. Pour autant, la Hongrie n'assure pas le renouvellement de sa population. Ouais. Même si il y a eu des progrès démographiques. C'est quand même des sociétés qui sont à la fois intéressantes, mais qui... Orban a compris que s'il ne faisait pas la politique radicale sur un certain nombre de sujets qu'il fait, son pays n'existerait plus. Donc au moins, il y a cette prise de conscience. Mais si des pays comme la France n'accompagnent pas cette politique, on restera quand même avec des résultats limités. Et au sein de l'Union européenne, il reste une question centrale qui est celle de l'Allemagne. Ouais. Si demain l'Allemagne effectivement change de politique, peut-être que les choses changeront. Mais c'est le cas de le dire. Mais pour l'instant, l'AfD n'est pas au pouvoir. Ouais. Si demain c'était le cas, si Marine Le Pen arrivait en France, est-ce que vous pensez que, par exemple, beaucoup parlent de cette présidentielle qui arrive, beaucoup espèrent la montée en force de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national serait capable d'insuffler justement cette voie-là, de rejoindre la Hongrie ? On sait que Marine Le Pen a reçu récemment d'ailleurs Viktor Orban. Avant-hier, oui, à l'Assemblée nationale. Oui, je crois qu'il y a une volonté réelle d'un parti comme le Rassemblement national de changer l'équation politique en France. Et ça changerait effectivement l'équation politique en Europe. Rien ne se fera sans une volonté politique. Mais le vrai risque qu'on a, c'est de se retrouver au deuxième tour entre Marine Le Pen et François Hollande, qui va tout faire pour revenir. Donc vous vous rendez compte qu'on en est là. C'est-à-dire que si il n'y a pas une prise de conscience collective des Français en acceptant de faire une rupture qui peut d'ailleurs avoir des conséquences économiques qui ne sont pas faciles dans un premier temps, mais s'il n'y a pas cette volonté de rupture, la France va continuer à effectivement s'abaisser et vous imaginez un nouveau quinquennat de François Hollande. Je vous laisse réfléchir à cela. On parle beaucoup des traités de libre-échange en ce moment entre l'Union européenne et le Mercosur. On est assez divisé finalement, parce que donc, au sein du Mercosur, il y a un pays comme par exemple le Brésil, qui fait aussi partie des BRICS. On comprend bien l'intérêt de développer nos relations commerciales avec ces pays. D'un autre côté, on voit aussi justement tout le mal que fait le libre-échange à la France notamment. Comment se situe sur cette question, Jérôme Bénard ? Mais écoutez, c'est simple. L'accord avec le Mercosur, qui traîne depuis 25 ans, porte sur 2 points. Exporter les voitures allemandes au Brésil et en Argentine, puisque ce sont les 2 pays un peu signifiants du Mercosur, et pour la France, accepter que du bétail qui n'est absolument pas aux normes par rapport à ce que nous, on exige de nos propres agriculteurs, puisse rentrer librement sur le territoire de l'Union européenne. Donc, il y a quand même un côté affreusement comique à entendre le président de la République dire « je ne veux pas du traité sur le Mercosur », alors qu'il sera peut-être acculé à le signer dans 15 jours. Ouais. Donc il y a un moment, un traité comme le Mercosur qui se discute depuis 25 ans, il y a juste un moment où politiquement, on dit il n'existera pas, cela n'aura pas lieu. Or, ce n'est pas du tout ce que dit le gouvernement français. Le gouvernement français s'inquiète des conséquences possibles de cet accord pour notre agriculture en disant c'est inacceptable. Mais si c'est inacceptable, on explique tout de suite à nos partenaires européens et aux pays du Mercosur que la France n'acceptera jamais cet accord. C'est pas ce qui est dit. On dit c'est pas bien. Mais
certains parlent d'une signature de ce traité à l'occasion du G20 en Amérique du Sud d'ici quelques semaines. Donc il y a un moment où il y a quand même un double discours qui est inacceptable. Il nous reste quelques minutes. Jérôme Bénard, j'aimerais parler maintenant du conflit ukrainien. Aujourd'hui, on sait qu'il est dans tous les esprits. On sait aussi que chaque pays a envie de jouer son rôle justement dans le dénouement. Aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne a intérêt justement à s'engager de façon claire dans ce conflit d'un côté ou d'un autre dans sa résolution? Est-ce que ça pourrait être justement un point de retournement de la puissance européenne pour réaffirmer justement cette puissance? Oui. L'Union européenne aurait tout intérêt à anticiper sur le recul des exigences ukrainiennes et à rediscuter avec Moscou. Mais la logique, elle est autre, elle est de savoir quel nouveau paquet de sanctions on va adopter à l'encontre non seulement de la classe politique russe, mais de la société russe dans son ensemble. Une fois de plus, on risque d'être, faisons un peu de politique fiction, si Donald Trump est élu et s'il s'il adopte les mesures qu'il semble annoncer sur l'affaire russo-ukrainienne, c'est-à-dire le retrait des Américains, on sera obligé une fois de plus de suivre les États-Unis. Donc l'indépendance stratégique de l'Europe n'existe pas et ne pourrait exister que si on devançait presque peut-être les souhaits des États-Unis. Donc oui, la résolution du conflit ukrainien pourrait être une grande cause européenne, mais du moment qu'on suit nos alliés américains, on n'est effectivement pas moteur dans l'affaire. Et si demain Donald Trump inverse complètement la tendance, on suivra et on inventera un narratif pour dire que finalement, on n'a pas d'autre choix que d'appuyer une paix au détriment des Ukrainiens. Voilà, c'est tout. Omerta a consacré son dernier numéro justement sur ces ingérences américaines en France. Ici, on attend tous les futures élections américaines. Beaucoup espèrent justement l'avènement de Donald Trump et notamment en pointant du doigt le fait que c'est un président qui quand même généralement calme l'interventionnisme des États-Unis. Est-ce que pour autant, même si voilà, on peut adhérer à sa ligne politique, à ses valeurs, etc., est-ce que pour autant, ça serait quelque chose de profitable à la France et à l'Union européenne, cette élection de Donald Trump? Il est probable que le retour à un certain, pas isolationnisme, mais à une prudence américaine serait plutôt profitable à l'Union européenne parce que ça nous enlèverait beaucoup de pression. Il serait néanmoins faux de croire que l'élection de Donald Trump signifierait que les États-Unis laisseraient la planète vivre par elle-même, si je puis dire. Autant on peut considérer que sur le conflit russo-ukrainien, il serait plutôt pour la résolution rapide du conflit par un accord forcé des Ukrainiens avec les Russes. Autant, par exemple, au Proche-Orient, son hostilité à l'Iran ou son soutien à la politique israélienne ne changera rien à la situation que l'on connaît actuellement. Donc il ne faut pas non plus attendre tout d'un nouveau président des États-Unis qui, tout aussi sympathique puisse-t-il paraître, restera néanmoins le président des États-Unis, qui ont leur propre politique, qui n'est pas la politique française et qui n'est pas la politique de l'Europe, si tant est qu'on puisse avoir une politique européenne, ce qui reste à prouver, puisqu'il n'y a pas d'État européen. Quelque chose dont on devrait d'ailleurs s'inspirer donc en Europe. Jérôme Bénard, il nous reste une minute. Je vais finir avec cette question. Est-ce que vous croyez justement, vous, à un retour de l'Union européenne comme institution forte, comme institution puissante qui joue un rôle certain sur la scène internationale? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à s'enfoncer dans la situation actuelle qui n'est pas très reluisante? Est-ce que vous avez espoir finalement? Non, mais je crois qu'en politique, il faut avoir ni espoir ni désespoir. Il faut prendre lucidement la réalité telle qu'elle est, éviter de
de calquer ses propres schémas mentaux sur une réalité qui ne serait pas celle auquel on pourrait aspirer, et de savoir comment, déjà, au sein de l'Union européenne, une politique française, mais une politique qui pourrait aussi s'appuyer sur effectivement certains pays de l'Est, pourrait contrecarrer les intérêts de l'Allemagne qui ne sont pas les nôtres, et ensuite, effectivement, avoir une politique d'indépendance nationale vis-à-vis d'une stratégie occidentale entièrement dictée par les États-Unis aujourd'hui. On va finir sur ces mots. Merci beaucoup Jérôme Bénard d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Omerta Média et donc et journaliste à Omerta Média. Merci pour ce décryptage. On va continuer, nous, de suivre l'actualité européenne, chers auditeurs, et essayer de vous donner justement ces analyses qu'on n'en retrouve pas ailleurs. Merci et à très bientôt Jérôme Bénard.